Salut les jeunes! Exceptionnellement ce mois-ci, 2 let's play. Et on se retrouve aujourd'hui avec Il importe d'être constant d'Oscar Wilde. La scène est à Londres, chez Algernon Moncrief. Lane, le majordome, arrange le salon. On entend le piano dans la pièce à côté. La musique cesse et entre Algernon, qui s'enquiert auprès du majordome de choses et d'autres. L'a-t-il écouté jouer? Pourquoi les domestiques se sentent-ils obligés de terminer les bouteilles de champagne débouchées par leur maître? Le mariage est-il une institution déprimante? Et surtout, les sandwichs au concombre pour sa tante sont-ils prêts? A noter qu'Algernon s'empiffre sans discontinuer durant toute la pièce. Et oui, les sandwichs au concombre sont prêts. Entre un dénommé Jack qu'Algernon accueille en l'appelant Constant. Algernon veut savoir où il était passé depuis leur dernière entrevue. « À la campagne », répond Jack évasivement. Les deux hommes dissertent sur l'ennui que représente la campagne, puis Jack semble prendre conscience qu'Algernon attend visiblement des invités. Et c'est le cas. Algernon s'apprête à recevoir sa tante Lady Bracknell et sa cousine Gwendoline Fairfax pour le thé. Jack est ravi. S'il est de retour à Londres, c'est précisément pour demander Gwendoline en mariage. Algernon ne partage pas son avis. Il trouve cela tout à fait inapproprié, et ce d'autant plus que Lady Bracknell n'apprécie pas vraiment Constant. Mais d'ailleurs, il refusera absolument d'apporter la moindre aide que ce soit à son ami Constant si celui-ci ne lui confie pas qui est Miss Cecily. Jack nie connaître quiconque de ce nom. Entre Lane, à qui Algernon demande l'étui à cigarette que Constant a oublié lors de sa dernière visite. Lane sort. Constant fait connaître à quel point il a été inquiet à l'idée d'avoir perdu cet étui à cigarette. Lane entre, donne l'étui à Algernon et sort. Algernon va faire tourner son ami en bourrique à cause d'une inscription à l'intérieur de l'étui à cigarette qui stipule « De la part de ta petite Cecily, avec tout son amour pour son oncle Jack ». Or, son ami se nomme Constant et ne lui a absolument jamais parlé d'une petite Cecily. Et tout cela attise sa curiosité. Vaincu, Jack raconte. Il a été trouvé et adopté bébé par un gentleman du nom de Thomas Cardew. Ce gentleman lui a transmis toute sa fortune et a fait de lui le tuteur de sa petite fille, Cecily. En tant que tuteur, il se doit d'être irréprochable, mais cela lui pèse. Il s'est donc inventé un frère cadet absolument irresponsable, prénommé Constant, et dont il endosse l'identité quand il se rend à Londres. Cela lui permet d'être, plus ou moins incognito, l'homme le moins fréquentable du monde sans que cela n'ait de fâcheuses conséquences. Réjoui, Algernon admet à son tour s'être inventé Bunbury. Bunbury est donc un ami imaginaire doté d'une très mauvaise santé qui permet à Algernon de se retirer à la campagne dès lors qu'il souhaite se soustraire à ses obligations mondaines. En parlant d'obligations, il aimerait d'ailleurs beaucoup se soustraire au dîner que sa tante Augusta, Lady Bracknell donc, a prévu pour le soir même et aimerait beaucoup que Jack l'invite au Savoy. Jack refuse, il doit au Savoy une somme faramineuse. Ou plutôt, Constant doit au Savoy une somme faramineuse. La sonnette retentit et Algernon tente une dernière négociation. S'il parvient à attirer sa tante à l'écart pour que Jack puisse faire sa demande à Gwendoline, l'invitera-t-il au Savoy? Oui, répond Jack. Et c'est gagné. Lane introduit les visiteuses, Lady Bracknell et Miss Fairfax. Lady Bracknell n'est pas du tout satisfaite de voir que M. Worthing, Jack donc, est ici. Spontanément, Gwendoline va s'asseoir avec lui un peu en retrait pendant qu'Algernon fait la conversation à sa tante. Celle-ci réclame les fameux sandwichs au concombre qui, naturellement, ont déjà tous disparu au fond de l'estomac d'Algernon. Lane, le majordome, prétend qu'il n'y avait pas de concombre au marché ce matin. Mais Lady Bracknell est déjà passée à autre chose. Concernant le dîner du soir, mais Algernon l'interrompt. Il ne peut malheureusement être présent, son ami Bunbury est terriblement malade. Lady Bracknell accepte l'absence de son neveu pour la soirée. Néanmoins, le fameux Monsieur Bunbury sera prié d'être en bonne santé pour la dernière soirée mondaine qu'elle donnera à la fin de la saison. D'ailleurs, elle a besoin de lui pour décider du choix des musiques.
Algernon saisit l'occasion et en profite pour attirer sa tante à l'écart, laissant seuls Jack et Gwendoline. Après un début de conversation peu prometteur, Gwendoline force la main de Jack, le poussant à la demander en mariage. Elle est proprement ravie. Comprenez, son idéal a toujours été d'être aimée d'un homme qui s'appellerait Constant. Jack a un doute soudain. Pourrait-elle aimer un homme qui porterait un autre prénom ? Jack, par exemple ? Miséricorde, la voilà qui répond que non. Qu'à cela ne tienne, Jack n'a plus qu'à se faire baptiser et changer de nom. Il le fera pour elle. Mais voici Lady Bracknell qui revient, trouvant Jack à genoux devant sa fille. Elle renvoie Gwendoline dans la voiture pour pouvoir parler seule à ce monsieur Worthing qui, pour le moment en tout cas, ne trouve pas grâce à ses yeux. Un entretien sérieux s'impose. Si les premières réponses de Jack lui conviennent, il n'en va pas de même pour la suite. L'homme est certes riche, possède une maison à la campagne ainsi qu'en ville. Mais, au comble de misère, il ignore tout de ses origines, ayant été trouvé bébé dans un sac de voyage à la consigne de la gare Victoria. Quel scandale! Naturellement, il est absolument hors de question pour leur famille de s'unir à un homme qui n'a pour toute origine qu'un sac de voyage en cuir muni de poignées. Lady Bracknell sort. On entend Algernon jouer la marche nuptiale au piano dans la pièce à côté. Il s'arrête et revient. Alors, Jack est-il fiancé ? Certes non, mais il va y parvenir. Et même faire changer d'avis la gorgone Lady Bracknell. Mais que faire de Constant, ce vilain débauché de Constant ? Le tuer, brusquement, rapidement, avant la fin de la semaine. Algernon, sans en avoir l'air, fait parler Constant et apprend ainsi que Cécilie est une très jolie jeune fille de 18 ans tout juste. Mais il est 7 heures et sans surprise, son estomac s'éveille. Ils se retrouveront au Savoy. Lane entre et annonce le retour de Gwendoline, qui ordonne à son cousin de se tourner afin de leur laisser, à Jack et elle, un semblant d'intimité. Se lançant dans une réplique toute théâtrale, elle promet à Jack de n'aimer jamais que lui, même si elle devait en épouser un autre. Réclamant son adresse à la campagne pour lui écrire, Jack la lui donne, totalement inconscient, qu'à côté, Algernon écoute très attentivement et note à son tour l'adresse. Gwendoline sort, raccompagnée par Jack. Entre Lane. Algernon annonce qu'il va bunburiser à la campagne pour quelques jours. La scène est chez Jack, au manoir de Woolton dans le Hertfordshire. Cécilie, qui, en théorie, devrait réviser son allemand avec Miss Prism, arrose les plantes. Miss Prism la ramène à ses obligations. Son tuteur veut qu'elle soit la plus instruite possible. Cécilie regrette l'absence de ce dernier mais constate qu'il a toujours l'air de s'ennuyer quand il est ici. Miss Prism lui fait remarquer qu'avoir un frère comme Constant ne doit pas être de tout repos pour un homme aussi exceptionnel que l'est son tuteur. Revenons à l'allemand. Mais Cécilie n'aime pas l'allemand. C'est une langue qui ne lui va pas au teint, trouve-t-elle. Elle aimerait rencontrer Constant. Vivre à la campagne le ramènerait peut-être dans le droit chemin. Elle ouvre son journal intime pour y écrire. Miss Prism le lui reproche. Mais ce n'est pas un journal comme les autres, elle n'y consigne que des faits qu'elle invente, qu'elle intéresse sinon. Entre le révérend. De la discussion qu'il entame avec Miss Prism, on comprend aisément que tous deux se plaisent mutuellement. Mais le révérend est timide et Miss Prism une grenouille de bénitier. Avec de telles barrières, la chose est complexe. Cécilie manœuvre adroitement pour pousser les deux amoureux à aller se promener ensemble et la laisser seule. Alors qu'ils sont enfin partis, entre Merriman, sorte de Lane en nettement plus rustique. L'homme annonce que M. Constant Worthing s'est présenté et désire parler à Miss Cécilie. Il a évidemment été informé que M. Jack Worthing est absent jusqu'à lundi. Cécilie demande qu'une chambre lui soit préparée et annonce qu'elle va le recevoir. Elle espère beaucoup de cette rencontre, pourvu que sa débauche ait fait de lui un homme intéressant. Entre Algernon, bien décidé à se faire passer pour Constant Worthing à la campagne pendant que Jack est occupé à se faire passer pour Constant Worthing à la ville. Cécilie lui annonce qu'oncle Jack est allé à Londres commander tout le nécessaire à son départ pour les colonies, la Nouvelle-Guinée plus précisément. Algernon se rebelle, il va s'amender pour ne pas partir. Cécilie n'a qu'à lui apprendre à être un homme bien. Mais la jeune fille n'est pas aussi naïve, elle a des choses à faire, prétend-elle, et n'a guère de temps pour cela. Changeant de sujet, Algernon annonce qu'il a faim. Quelle surprise! Cécilie le conduit à la salle à manger, promettant du champagne. Ils sortent. Miss Prism et le révérend reviennent. Ils parlent mariage, les sous-entendus à leur situation respective ne manquent pas. Entre Jack en vêtements de deuil. Miss Prism s'en étonne. Après s'être enquis de la santé du révérend, il annonce la mort soudaine et brutale de son frère Constant. Miss Prism n'est pas mécontente que ce débauché ait passé l'arme à gauche, mais le révérend tempère.
Nous mourrons tous un jour. Mais Jack enchaîne et demande immédiatement au révérend s'il peut le baptiser cet après-midi même. Le révérend lui donne rendez-vous et s'apprête à se retirer lorsqu'entre Cecily, positivement ravie, qui court vers Jack, l'embrasse et lui annonce que son frère est au salon. Jack ne comprend rien à ce qui se passe. Cecily se retire et revient, main dans la main, avec Algernon. Jack manque s'étouffer de rage et quand Cecily réclame qu'il se serre la main, il refuse obstinément. Mais sa pupille le connaît bien et sait comment le faire plier. Elle obtient finalement gain de cause. Entre Merriman, qui vient annoncer qu'il a installé Constant, Algernon donc, dans la chambre contiguë à celle de Jack. Il ajoute qu'un homme à la porte a remis un pli destiné à Monsieur Constant Worthing. Le pli contient une assignation à payer les 700 livres et des brouettes dues au Savoy par Monsieur Constant Worthing. Jack, cette fois-ci, cette dette est la sienne. Voyant là un bon moyen de faire pression sur Algernon, Jack lui intime l'ordre de payer. Puisqu'il se fait passer pour Constant, très bien, qu'il règle la note. Mais Algernon cherche à s'en sortir différemment. La situation semble bloquée quand tout d'un coup Cecily propose de payer pour Constant, qu'elle détesterait savoir en prison. Jack refuse de prime abord, mais voit soudain là une opportunité. Il s'assure auprès d'elle qu'elle ne parlera plus à Constant s'il règle la note. Cecily promet de ne plus lui adresser la parole. En premier. Jack paye. Algernon a maintenant faim. Quelle surprise! Cecily assure qu'il a pourtant mangé. Jack prie alors tout ce petit monde de les laisser entre frères. Une fois seul, il laisse éclater sa colère. Comment Algernon ose-t-il venir ainsi bunburiser chez lui? Mais son ami semble totalement indifférent au chaos qu'il a provoqué et refuse de s'en aller. Sauf si Jack se change. Ses vêtements de deuil, vraiment, quel mauvais goût. Et aussi, s'il accepte d'être mieux vêtu qu'à l'accoutumée. Jack accepte et sort. Algernon, qui n'a pas la moindre intention de s'en aller, va pour rentrer dans la maison quand revient Cecily. Algernon change de sujet. Il aimerait bien éloigner Miss Prism. Oh, pas la peine. Cecily s'en est déjà chargée. Merriman vient annoncer que la voiture pour le départ de Constant est prête. Qu'elle attende, réclame Cecily. Algernon commence alors une très jolie déclaration à la jeune fille qui l'interrompt soudain. Elle doit absolument noter tout cela dans son journal, au mot près, ce qui va considérablement compliquer la situation d'Algernon. Inventer, certes, dicter, c'est autrement plus complexe. Mais Cecily ne s'est pas arrêtée là. Voilà des mois qu'elle fantasme une relation avec Constant Worthing. Pour rendre la chose plus réelle, elle a écrit l'intégralité de leur correspondance. Elle a également créé des petits cadeaux qu'il lui aurait envoyés, ainsi que toute la chronologie de leur histoire d'amour. Rencontres, fiançailles, elle a également rompu leur fiançailles avant de finalement lui pardonner. Vraiment, elle a pensé à tout. Elle finit par avouer qu'elle est absolument ravie qu'il se prénomme Constant, qu'elle a toujours rêvé de trouver l'amour auprès d'un homme qui porterait ce nom et qui lui inspire la plus grande confiance. Le jeune homme, pas très à l'aise, essaie de tâter le terrain pour savoir si elle pourrait aimer un homme qui s'appellerait autrement. Algernon, par exemple. La réponse ne se fait pas attendre. Grand Dieu, non! Mais Algernon se rappelle avoir vu le révérend. Il doit se faire baptiser sur le champ. S'excusant auprès de la jeune fille, il file. Entre Merriman qui vient annoncer une certaine Miss Fairfax. Gwendoline paraît. Après les formalités d'usage, les deux femmes s'assoient pour prendre le thé. Quand la conversation dévie finalement sur Constant, toute bienséance disparaît. Cecily annonce être désormais fiancée à Constant, mais voilà que Gwendoline annonce la même chose. De fil en aiguille, les deux femmes vont s'insulter de façon très imagée. Jack entre et voit Gwendoline. Il est ravi, mais elle le tient à distance. Est-il, oui ou non, fiancé à Cecily? Bien sûr que non, voyons. Comprenant qu'il y a méprise, Cecily annonce qu'il ne s'agit pas là de Constant Worthing, mais de Jack, son oncle Jack, son tuteur. Là-dessus entre Algernon. Il va pour embrasser Cecily, mais celle-ci l'arrête. Est-il, oui ou non, fiancé à Gwendoline? Apercevant sa cousine, Algernon assure que non, bien sûr. Voyant l'erreur, Gwendoline, à son tour, explique que cet homme-là ne s'appelle pas Constant, il s'agit de son cousin, Algernon. Conscientes d'avoir été dupées, les deux femmes font avouer la vérité à Jack. Constant Worthing n'existe pas. Furieuses, elles vont faire quelques pas dans le jardin, laissant les hommes réfléchir. Seuls, Jack et Algernon dissertent sur ce qu'il convient de faire maintenant. Manger, tranche Algernon sans surprise. Gwendoline et Cecily reviennent.
Elles ne peuvent demeurer fâchées très longtemps, mais il importe que le pardon se fasse avec style. Algernon prétend avoir menti dans l'unique but de rencontrer Cecily. Jack, lui, explique ne s'être inventé un frère que pour pouvoir avoir une bonne raison de venir à Londres rencontrer Gwendoline. Les femmes ne sont pas dupes. Elles savent qu'ils mentent. Néanmoins, leurs excuses ne sont pas dénuées d'élégance. Qu'à cela ne tienne, le pardon est acté. Entre Merriman qui annonce Lady Bracknell. Celle-ci entre. Elle explique que Gwendoline est partie sans son accord. De fait, elle a acheté les confidences de sa femme de chambre et l'a poursuivie jusqu'ici. Jack et Gwendoline font alors valoir leurs fiançailles, mais sans surprise, Lady Bracknell les refuse. Elle avise alors Algernon qui tient la main de Cecily. Elle s'enquiert auprès de Jack de l'identité de la jeune fille. Jack répond, défendant sa pupille. Cecily est une jeune femme bien sous tout rapport. Une fois établi que la fortune personnelle de Cecily fait d'elle quelqu'un de tout à fait respectable, il souhaite un bon retour à Londres à Lady Bracknell, mais contre toute attente, celle-ci se rassoit. Tout de même, 130 000 livres en actions du trésor, ce n'est pas rien. Faisant venir à elle Cecily, elle la regarde sous toutes les coutures, trouvant bien évidemment des choses à redire. Mais son inspection terminée, elle accepte les fiançailles de la jeune fille avec son neveu. C'est alors que Jack s'interpose. Cécile est sa pupille, elle est toujours sous sa tutelle, elle a besoin de son accord pour se marier et il le lui refuse. Il en profite pour poser sa condition. S'il peut épouser Gwendoline, alors il donnera son accord pour le mariage de Cecily. Mais Lady Bracknell se braque. C'est évidemment absolument hors de question. Entre le révérend annonçant que tout est prêt pour les baptêmes. Cela stoppe le départ de Lady Bracknell et Gwendoline. Jack annonce alors l'annulation des baptêmes prévus. À quoi bon changer de nom maintenant que les femmes sont au courant? Le révérend s'en attriste quelque peu, mais qu'à cela ne tienne, il va aller retrouver Miss Prism. À ce nom, Lady Bracknell sursaute et exige de savoir immédiatement qui est cette Miss Prism. Mais la voilà qui vient. Quand elle aperçoit Lady Bracknell, elle cherche un moyen de s'enfuir, mais celle-ci exige qu'elle la rejoigne immédiatement et veut à tout prix savoir la vérité sur une histoire vieille de 28 ans. À ce moment-là, en effet, Miss Prism est en charge d'un bébé de sexe masculin dans la maison de Lord et Lady Bracknell, respectivement le beau-frère et la sœur de l'actuelle Lady Bracknell. Un matin, elle est allée se promener, emmenant avec elle le bébé, mais ni elle ni lui ne sont jamais revenus. Qu'est-il advenu de ce bébé? Miss Prism s'effondre et raconte. Ce matin-là, dans un impardonnable moment d'étourderie, elle a mis le bébé dans un sac de voyage et glissé à sa place dans le landau le manuscrit d'un roman en 3 volumes qu'elle avait écrit. Jack pâlit soudain. Il a absolument besoin de savoir où elle a déposé le sac. Dans une consigne de la gare Victoria, près de la ligne en direction de Brighton. Jack s'excuse, prie Gwendoline de rester, assure qu'il revient et sort. Après avoir retourné le mobilier de sa chambre, Jack revient, un sac à la main, et exige de Miss Prism de savoir s'il s'agit bien du dit sac. Elle le reconnaît, c'est bien lui en effet. Jack annonce alors qu'il est précisément le bébé qu'elle avait laissé dedans. S'il pense au départ qu'elle est sa mère, elle le détrompe immédiatement. Elle est encore fille. Mais Lady Bracknell pourra répondre à sa question. Celle-ci explique donc qu'il est le fils de sa défunte sœur Lady Moncrief, et donc, de facto, le frère aîné d'Algernon. Une fois les révélations faites et les explosions de joie exprimées, Lady Bracknell s'avise qu'il ne reste plus qu'un seul train pour rentrer à Londres. Il faut partir immédiatement. Mais Gwendoline a une question. Maintenant qu'il connaît ses origines, sous quel prénom Jack a-t-il été baptisé? Lady Bracknell ne s'en souvient pas. Comme il était l'aîné, il a dû recevoir le prénom de son père, mais là encore, impossible pour elle de se souvenir du prénom du général. Ne reste qu'une solution, les archives militaires. Tout le monde cherche alors pour retrouver le prénom du général. C'est Algernon qui trouve le bon livre, et Jack y cherche furieusement jusqu'à tomber sur... Constant. Son père s'appelait Constant. Alors que tout le monde s'embrasse, Lady Bracknell constate qu'elle a bel et bien manqué le dernier train. Algernon, lui, philosophe. Il se rend bien compte de l'importance d'être constant. Et c'est ainsi que se termine, bien, une fois n'est pas coutume, cette pièce d'Oscar Wilde. J'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas les traditionnels commentaires, abonnements et pouces bleus pour bien terminer l'année. Quant à moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle vidéo.